Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un épisode particulièrement sombre et bouleversant de Plus belle la vie, encore plus belle épisode 505, un épisode où le traumatisme ne s'efface pas avec le lever du jour, mais s'enracine, s'étend, et commence à contaminer chaque recoin du Mistral. Au lendemain de l'agression, rien ne va plus. Pour Noémie, le temps s'est figé. Son corps avance, mais son esprit reste coincé dans la violence de la veille. La peur ne la quitte plus, l'angoisse s'installe, et la disparition de son ordinateur devient bien plus qu'un simple vol. Ce qu'elle a perdu, ce ne sont pas seulement des fichiers ou un objet matériel, mais une partie de son identité, de son travail, de sa vie. Très vite, une question inquiétante s'impose, et si cette agression n'avait jamais été le fruit du hasard ? Vadim, impuissant et rongé par la colère, tente de tenir bon. Mais face à une enquête qui piétine et à une Noémie au bord de l'effondrement, la frustration monte. Au commissariat, Patrick Nebout le sent, cette affaire cache quelque chose de plus grave, de plus ciblé. Lorsque les premiers éléments tombent, une certitude commence à se dessiner. Ce n'est pas un simple fait divers. Quelqu'un savait ce qu'il cherchait. Et quelqu'un est prêt à aller loin. Pendant ce temps, au Mistral, d'autres tensions couvant. Jean-Paul Boé voit ressurgir ses peurs les plus profondes face à une Lucie qui lui échappe un peu plus chaque jour. Jawad et Ariane tentent de savourer un fragile moment de bonheur, entre projet d'avenir et espoir naissant sans imaginer que le corps d'Ariane va brutalement rappeler que tout peut basculer en une seconde. Une douleur soudaine, une contraction trop forte, trop tôt, et l'urgence s'impose dans la panique. Et comme si la journée n'était pas déjà assez lourde, un message glaçant vient tout faire vaciller. Une phrase. Une menace à peine voilée. Une alerte qui sème le doute là où la compassion dominait encore. Noémie n'est peut-être pas celle que tout le monde croit. Et cette révélation pourrait bien mettre en danger bien plus qu'une seule personne. Installez-vous confortablement, car l'épisode 505 de Plus belle la vie, encore plus belle n'est pas un épisode comme les autres. C'est un tournant. Un point de bascule. Et au Mistral, désormais, chaque secret peut devenir une arme, et chaque silence, une menace. Le lendemain du drame, Noémie est incapable de trouver le moindre apaisement. Son corps est là, mais son esprit reste prisonnier de la veille. Les images de l'agression reviennent sans cesse, s'imposent à elle, encore et encore, comme un film qu'elle n'arrive pas à arrêter. Chaque détail la hante. Le choc n'est pas retombé, il s'est installé, profond, silencieux, ravageur. Noémie ne tient pas en place. Elle tourne en rond, incapable de rester assise plus de quelques secondes. Ses mains tremblent, son regard se perd dans le vide, mais une obsession occupe tout l'espace. Son ordinateur. L'objet n'a rien d'anodin pour elle. Ce n'est pas un simple appareil disparu dans une agression de plus. C'est le cœur de sa vie actuelle. Elle n'en démord pas, elle le répète sans cesse, comme si le dire pouvait empêcher l'irréparable. Elle finit par lâcher, la voix brisée, face à Vadim. J'ai tout dedans mes dossiers, mes photos, mes recherches. Toute ma vie est là. Pour Noémie, cette perte est vertigineuse. Cet ordinateur contenait son travail, son mémoire, ses efforts, ses nuits blanches, mais aussi des fragments plus intimes, plus personnels. Sans lui, elle a l'impression d'avoir été vidée de ce qu'elle est. L'agression ne lui a pas seulement volé un objet. Elle lui a arraché un socle. Vadim tente de la calmer, avec patience, avec douceur. Il voit bien qu'elle est au bord de la rupture. Il essaie de la ramener à l'essentiel, de lui rappeler qu'elle est en sécurité, qu'elle est vivante, qu'elle doit se reposer. Sa voix se veut rassurante, presque suppliante. On le retrouvera, Noémie. Mais pour l'instant, il faut que tu te poses un peu. Tu n'as presque pas dormi. Mais ces mots glissent sur elle. Noémie secoue la tête, les yeux rougis, la respiration courte. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Tant que cet ordinateur n'est pas retrouvé, son esprit refuse de se calmer. Je ne peux pas. Tant que je ne l'ai pas retrouvé, je ne peux pas. L'angoisse est trop forte. La peur de tout perdre l'emporte sur la fatigue, sur la douleur, sur la raison. Et comme si son corps venait rappeler ce qu'elle tente d'ignorer, Vadim remarque soudain une tache rouge sur sa tempe.
La blessure qu'elle s'était faite lors de l'agression s'est rouverte. Le sang coule lentement, preuve que la violence de la veille n'a pas encore cessé de faire des dégâts. Pris d'une inquiétude immédiate, Vadim ne réfléchit pas longtemps. Il la saisit par le bras, plus ferme cette fois, conscient que la situation ne peut plus attendre. Stop. On file au cabinet tout de suite. Quelques heures plus tard, c'est un Vadim tendu, fermé, qui pousse la porte du commissariat. Il retrouve Patrick Nebout, plongé dans ses dossiers, absorbé par le travail. Mais Vadim n'a qu'une seule question en tête. Il va droit au but, la voix chargée d'une impatience difficile à contenir. « Vous avez du nouveau sur l'agresseur » Patrick relève la tête, soupire légèrement. La réponse est claire, mais frustrante. Malheureusement, non. L'homme s'est volatilisé. Mais je te promets qu'on prend cette affaire au sérieux. Vadim hoche la tête, sans parvenir à masquer sa déception. La colère et l'impuissance se mêlent dans son regard. Il insiste, presque malgré lui, laissant transparaître ce qu'il tente de contenir depuis des heures. Elle est traumatisée, Patrick. Elle ne dort plus. Elle panique à la moindre porte qui claque. Le commandant le fixe avec gravité. Il mesure l'impact de cette agression, bien au-delà d'un simple fait divers. Son ton est ferme, déterminé. On va le trouver. Et s'il a osé s'en prendre à elle, il paiera. Ces mots, Vadim les entend. Mais ils ne suffisent pas encore à apaiser la tempête qui l'habite. Lorsqu'il quitte le commissariat, ses poings sont serrés, sa mâchoire crispée. La peur pour Noémie, la colère contre l'agresseur et un sentiment de culpabilité s'entremêlent sans relâche. Une certitude s'impose pourtant à lui, claire, implacable. Ce qui est arrivé à Noémie ne peut pas rester sans réponse. Cette agression ne doit pas rester impunie. Et quoi qu'il en coûte, la vérité devra éclater. Le matin s'annonce particulièrement chargé au Mistral. Dès les premières heures, une agitation diffuse traverse le quartier, comme si chacun pressentait que cette journée ne serait pas anodine. Martin débarque chez Jean-Paul Boé, un sac sur l'épaule, visiblement à l'aise, presque trop. Son grand sourire tranche avec l'humeur encore embrumée de Jean-Paul, qui n'a manifestement pas terminé son café. « Je viens chercher Lucie, on va au collège ensemble. » Jean-Paul lève les yeux, peu enthousiaste. La simple présence de Martin semble suffire à l'agacer. Il marmonne, à peine audible, incapable de cacher son exaspération. « Super. Manquait plus que ça. » Puis, à voix basse, comme pour lui-même. Un de plus à gérer à Marseille. Lucie, elle, ne partage absolument pas l'humeur de son père. Radieuse, pressée, elle attrape ses affaires sans attendre. « Allez papa, on va être en retard. » Jean-Paul soupire longuement. Il sent bien que quelque chose lui échappe. Le duo Martin-Lucie s'installe naturellement, trop naturellement à son goût. Derrière son agacement, une peur plus profonde se dessine, celle de voir sa fille grandir, s'éloigner, et lui glisser peu à peu entre les doigts. Non loin de là, Jawad traverse un état émotionnel tout aussi complexe, mais d'une nature bien différente. L'échographie du 5e mois s'est parfaitement déroulée. La sage-femme a été rassurante, presque souriante, le petit bouchon va très bien. Une phrase simple, mais qui résonne encore dans la tête de Jawad. Cette bonne nouvelle le rassure, mais elle réveille aussi une nouvelle inquiétude. Le surnom commence à lui sembler insuffisant, presque trop léger face à la réalité qui approche. Faut qu'on lui trouve un vrai prénom. Un truc mixte, vu qu'on veut pas savoir le sexe. Genre Sacha, Camille, Andrea. Ariane l'observe, amusée mais touchée. Elle le taquine doucement, consciente que derrière ces mots se cache un vrai désir de bien faire. T'as déjà commencé la liste ? Jawad esquisse un sourire timide, presque gêné. J'essaie juste d'être prêt pour une fois. L'instant est suspendu. Entre eux, il y a à la fois de la tendresse, de la peur, et un émerveillement discret. La légèreté du moment contraste avec la gravité de ce qui se joue ailleurs, mais rappelle que la vie continue, malgré tout. Pendant ce temps, au commissariat, Patrick Nebout est sur tous les fronts. Le dossier de l'agression de Noémie occupe désormais une place centrale dans ses priorités.
il a obtenu une autorisation préfectorale pour accéder aux images de vidéosurveillance, une démarche lourde, mais nécessaire. Il confie le suivi du dossier à Morgan, sans détour. Tu la mets en haut de la pile. C'est la priorité. Morgan ne peut s'empêcher de lever un sourcil. Son regard trahit une pensée qu'elle ne garde pas longtemps pour elle. Franchement, Patrick, si c'était pas lié à Vadim, ce dossier aurait jamais eu un tel traitement de faveur. Le commandant la fixe aussitôt, légèrement agacé. Sa réponse est sèche, tranchante. Quand une victime est en danger, je me fous des liens personnels. On avance, point. Officiellement, la discussion s'arrête là. Mais au fond, le malaise persiste. Même si Patrick s'en défend, au commissariat, tout le monde sent que cette affaire touche Vadim bien plus qu'il ne le laisse paraître. Et cette proximité dérange autant qu'elle inquiète. Sur le terrain, Morgan et Idriss reprennent les faits depuis le début. Ils arpentent les environs où Noémie et Vadim ont été agressés, scrutent chaque recoin, chaque détail. Empreintes, traces de pas, angle mort des caméras, tout est passé au crible. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Morgan formule la question qui les hante tous les deux. Si c'était un simple vol, pourquoi laisser l'argent? Idriss acquiesce, pensif. Exactement. Le mec savait ce qu'il cherchait. Le constat est troublant. Le sac de Vadim et Noémie a bien été retrouvé. Intact, presque soigneusement abandonné. Mais deux objets ont disparu, l'ordinateur et l'enregistreur audio de Noémie. Le reste est toujours là. Portefeuille, papier, argent. Rien n'a été touché. Ce n'est pas un vol opportuniste. C'est une action ciblée. Calculée. Et cette certitude rend l'affaire encore plus inquiétante. Au commissariat, l'ambiance se fait plus électrique. Jean-Paul laisse éclater son ras-le-bol auprès de Léa. Ça me saoule que Lucie zone avec Martin. Ce gosse, il attire les emmerdes. Léa, fidèle à elle-même, garde son calme. Elle tente de ramener Jean-Paul à une réalité qu'il refuse encore d'accepter. Jean-Paul, ta fille grandit. Tu peux pas la garder sous cloche éternellement. Il soupire, désarmé, presque vulnérable. Peut-être mais je suis pas prêt. Léa lui adresse un sourire doux, compréhensif. Aucun parent ne l'est vraiment. Dans un registre plus léger, Aya s'invite à nouveau dans la réflexion autour des prénoms. Elle annonce ses idées avec enthousiasme. Astraya, c'est joli, non? Ou Philéa, ça sonne bien. Jawad éclate de rire, incapable de se retenir. Philéa? Sérieux? On dirait un mec qui fait le tour du monde en montgolfière. Aya fait mine de se vexer, les bras croisés. Eh ben, trouve mieux alors. On cherche encore mais ça va venir. Cet échange, léger en apparence, apporte un souffle d'air dans une journée pesante. Un rappel que malgré l'angoisse, les doutes et les menaces invisibles, la vie continue de se frayer un chemin. Mais au pavillon des fleurs, la tension reprend brutalement le dessus. Luna reçoit un appel qui la fige net. Elle raccroche lentement, puis se tourne vers Martin. On est convoqué au commissariat. Le jeune garçon pâlit immédiatement. Quoi? Pourquoi? J'ai rien fait. Luna pose une main rassurante sur son épaule, tentant de calmer sa panique. Calme-toi, c'est sûrement un papier à signer. Rien de grave. Pourtant, malgré ces mots, son ton trahit un léger doute. Et avec ce vol étrange, ces convocations inexpliquées et cette enquête qui s'assombrit, une certitude s'impose peu à peu, au Mistral, la tension est loin d'être retombée. Elle ne fait que commencer. La journée s'achève au Mistral dans une atmosphère lourde, presque étouffante. Rien ne s'est réellement apaisé. Au contraire, les tensions accumulées tout au long de la journée semblent se condenser, prêtes à éclater à tout moment. Alors qu'elle s'apprête à rentrer chez elle, Ariane est soudain frappée par une douleur violente au ventre. La sensation est brutale, fulgurante, impossible à ignorer. Une contraction. Inattendue. Trop forte. Trop tôt. Son visage se crispe aussitôt. Elle s'arrête net, cherche un appui, et finit par se plaquer contre le mur, pâle, le souffle court.
Chaque respiration devient difficile. La panique monte en elle, rapide, incontrôlable. Elle appelle Zoé d'une voix tremblante, presque brisée. Zoé appelle les secours, vite. Zoé comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Son cœur s'emballe. Sans réfléchir, elle attrape son téléphone et compose le numéro d'urgence. Ses doigts tremblent. Une seule pensée la traverse, terrifiante, et si sa mère perdait le bébé? La peur se lit dans son regard, brutale, viscérale. En quelques secondes à peine, l'appartement bascule dans le chaos. Les voix se croisent, les gestes deviennent fébriles. Les secours sont en route, mais l'attente paraît interminable. Zoé ne quitte pas Ariane d'une semelle. Elle reste près d'elle, lui tenant la main, tentant de la rassurer alors qu'elle lutte elle-même contre l'angoisse. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, l'ambiance est plus calme en apparence, mais tout aussi chargée émotionnellement. Noémie garde Raphaël et Aurore chez les Nebou. Malgré la fatigue qui se lit sur son visage, elle fait de son mieux pour sourire, pour offrir aux enfants une présence rassurante. Elle s'accroche à cette normalité fragile, comme à une bouée. Lorsque Patrick rentre du commissariat, il la trouve avec les enfants. L'image est presque apaisante. Mais il sait déjà que ce qu'il a à lui dire va briser cet équilibre précaire. Il ne tourne pas autour du pot. On a retrouvé ton sac, dans une bouche d'égout. Pendant une fraction de seconde, l'espoir traverse le regard de Noémie. Son souffle se suspend. Et l'ordinateur? Patrick baisse légèrement la tête avant de répondre. Disparu. Le mot tombe comme un coup près. Le visage de Noémie se fige. Un silence lourd s'installe, presque irréel. Puis la colère et la détresse explosent, mêlées, incontrôlables. C'est foutu, j'avais tout dessus. Mon mémoire, mes données, mes notes et aucune sauvegarde. Sa voix tremble. Ce n'est pas seulement un travail qu'elle vient de perdre. C'est des mois d'efforts, de réflexion, d'investissement personnel. Patrick tente de comprendre, de mesurer l'importance de cette perte. T'étais sur un sujet sensible? Noémie hésite. Une seconde de trop. Puis elle finit par répondre, plus bas, comme si le dire à voix haute rendait la chose encore plus réelle. Oui. Mon mémoire porte sur la psychocriminologie. L'étude du passage à l'acte. Patrick la fixe, soudain très attentif. Cette information change tout. L'hypothèse d'un simple vol s'effrite encore davantage. Et une question s'impose, inquiétante, impossible à ignorer. Quelqu'un aurait-il voulu récupérer ses recherches? Plus tard dans la soirée, alors que le calme est enfin retombé chez les Nebou, Patrick confie ses inquiétudes à Babette. Il est troublé, marqué par ce qu'il a vu et entendu. Elle m'a fait de la peine, cette gamine. On sent qu'elle a quelque chose de lourd derrière elle. Mais à peine a-t-il terminé sa phrase que son téléphone vibre. Un message. Numéro masqué. Patrick fronce les sourcils et ouvre le SMS. Les mots s'affichent, froids, implacables. Noémie Biomet n'est pas celle que vous croyez. Elle va détruire votre famille. Patrick reste figé. Son regard se durcit. Le silence autour de lui devient oppressant. Ce message n'est pas une simple provocation. C'est une menace. Une alerte. Le doute s'insinue lentement, profondément. Et si derrière la fragilité apparente de Noémie se cachait un secret bien plus dangereux que tout ce qu'ils avaient imaginé jusqu'ici? Et c'est ainsi que se referme cet épisode 505 de Plus belle la vie, encore plus belle, dans une atmosphère lourde, presque suffocante, où rien n'est réellement résolu et où tout semble au contraire sur le point d'exploser. Au Mistral, les apparences de normalité ne tiennent plus qu'à un fil. Derrière les sourires forcés, les gestes du quotidien et les tentatives d'apaisement, les failles sont béantes. Noémie porte désormais bien plus qu'un traumatisme, elle devient le centre d'une énigme inquiétante, d'un danger invisible qui commence à inquiéter jusqu'aux plus aguerris. Ce message anonyme n'est pas un simple avertissement. C'est une déclaration de guerre silencieuse. Quelqu'un observe, quelqu'un sait, et quelqu'un a décidé de frapper là où ça fait le plus mal. Au commissariat, Patrick Nebou comprend que cette affaire dépasse largement le cadre d'une agression. Chaque nouvel élément soulève plus de questions que de réponses.
Et pendant que l'enquête s'assombrit, les tensions personnelles, elles, ne cessent de monter. Jean-Paul affronte ses peurs de père. Vadim lutte contre un sentiment de culpabilité qui l'étouffe. Ariane, elle, se retrouve brutalement confrontée à l'urgence, rappelant que la vie peut basculer sans prévenir, même au cœur des moments les plus fragiles. Rien n'est clos. Rien n'est apaisé. Au contraire. Les lignes sont en train de se déplacer, les certitudes de se fissurer, et les secrets de remonter lentement à la surface. Une chose est sûre, ce qui commence ici ne s'arrêtera pas de sitôt. Si vous avez aimé ce résumé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager vos théories en commentaire. Qui se cache derrière cette menace? Que cherche-t-on réellement à faire taire? Et jusqu'où cette affaire va-t-elle entraîner les habitants du Mistral? On se retrouve très vite pour la suite car à Plus belle la vie, quand le silence s'installe, c'est souvent juste avant la tempête.